Hmm, le jus d'orange. Bonjour à tous et bienvenue sur le Romescast X. Je crois qu'on est le numéro 6. Donc on se rejoint avec les copains de Kiritsu pour parler du coup, Ouais. aujourd'hui de sujets qui vont toucher particulièrement les coachs ou les futurs coachs du coup. Mais si vous êtes athlète, vous pouvez rester, ça va être drôle. Du coup, le titre c'est Head Coach en 2024. Le thème du jour et on va partir un petit peu sur différents sujets. Donc les gars, moi je vais vous poser une première question. J'ai peur. Si on part directement sur le titre de ce podcast, Head Coach en 2024, allez, 2 minutes chacun, c'est quoi? Nathan, Petit, tu commences. Allez. Être coach en 2024, en vrai de vrai, c'est surtout, Du stress, oui. du stress. Ouais, c'est vraiment du stress. Ouais. Être On coach en parle de coach en 2024, général ou est-ce qu'on parle de coach en powerlifting? ouais. En vrai, je pense que ça se rejoint, mais on va dire coach en ligne. Coach, Ok. comme nous, Être coach, coach, le truc, c'est que être coach en 2024, c'est être beaucoup plus que coach. En fait, il faut avoir plein de casquettes différentes. Et tu vois, c'est un truc, être un bon coach, ça fait pas de toi un coach qui est successful en fait en 2024, tu vois. Ça nécessite un peu plus de casquettes. Et voilà, je pense que c'est ça qui limite beaucoup de gens à développer leur truc en fait. Moi, je dirais que pour être coach en 2024, il faut avoir beaucoup de qualités. Bah, je reviens un peu ce qu'a dit Nathan, je vais juste compléter. Donc, savoir avoir des connaissances un peu en kinésiologie, des connaissances en nutrition, des connaissances en programmation, en relations clients, en être le collègue de tes athlètes, en marketing, pas avoir peur d'investir dans son activité. En fait, faut être un chef d'entreprise, quoi. Ouais, en vrai, Ouais. en vrai, si tu veux être, il faut vraiment pas avoir peur il faut énormément travailler et je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le travail qu'il faut pour développer une activité Ouais. qui marche. Ouais. Même s'il y en a qui pensent que être coach en ligne, c'est juste faire des retours et Ouais, c'est faire ça. de la programmation, c'est peut-être honnêtement 40% de ce qu'on fait réellement, tu vois, mais allez, 50%. Derrière, à côté, il y a toute la création de contenu qui est ultra importante, nous, pour nous rapporter de nouveaux clients. Tout ce qu'on investit dans des formations, Il y a l'URSSAF à la fin du mois qui faut l'URSSAF, qu'on régale. exactement, l'URSSAF, les impôts, Fuck l'URSSAF, non, vraiment. l'URSSAF, les impôts, qu'est-ce qu'il y a d'autre, toutes les formations toutes les ressources qu'on investit, que ce soit pour être de meilleurs coachs ou tout simplement pour être de meilleurs en marketing. Ça, c'est pour nous, Nathan. Ouais, c'est bien parce que là, on a les 3 profils différents sur ça. Enfin voilà, il y a énormément d'investissements et c'est pas enfin voilà, tout simplement. Je dirais Ouais. que être coach, c'est savoir faire tout ça. Ouais. Et ça, personne ne saura le faire directement. C'est quelque chose qui s'apprend et il faut Pas avoir peur. faut pas avoir peur. Vous allez faire de la merde et c'est justement en faisant de la merde que vous allez apprendre à mieux faire derrière. Ouais, clairement. Non, mais c'est bien Pas la résumé. cuillère, hein. Ouais, être coach en 2024, pour résumer, c'est faire un tiers de son côté passion, donc le côté sport, coaching, et le reste, c'est faire des choses qui sont pas forcément plaisantes pour tout le monde. Faire de la com, faire du montage, des choses comme ça, c'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Et il y a toujours le côté paperasse, le côté entrepreneuriat et légal qui rentre dans l'équation. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup trop oublié, et même dans certaines formations du coup pour devenir coach, notamment le BBGEPS, des choses comme ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément et qui doivent être abordées si vous n'avez pas envie d'avoir un contrôle à jour et de vous retrouver un peu dans la mouise par rapport à ça. Donc en tout cas, renseignez-vous bien sur ce côté-là. Du coup, moi, je commence de déclarer pendant 1 an et demi en BIC alors que en t'es BIC, BNC. c'est ça, on en BNC. Alors, on en parlera après, mais il y a une autre subtilité qui se rajoute à l'équation, tiens. Alors, du coup, moi, je propose qu'on commence par... C'est quoi l'URSSAF, les gars? Moi, je connais pas. Moi. En fait, l'URSSAF... Le mec va prendre un contrôle, tu sais. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je commence avec une question. L'accessibilité du métier en 2024. Donc, le coaching en powerlifting, est-ce que pour vous, c'est encore accessible pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir coach? Ou alors, c'est quelque chose qui commence à... comment dire, ça devient un milieu encore un peu plus fermé, comme le monde du coaching en body, par exemple, qui est ultra... Moi, C'est ultra ouvert, hein, en vrai. Moi, je pense qu'il y a il y a énormément d'opportunités. À partir du moment où tu es bon en ce que tu fais, que comme j'ai dit, t'as pas
t'as pas peur d'investir et même il faut se dire qu'une activité, il y en a beaucoup qui pensent que tu vas devenir coach et tu vas être successful en 6 mois, 1 an. Ça prend beaucoup de temps de créer une bonne clientèle et ça prend énormément de ressources. Donc je dirais que c'est ouvert si t'as des couilles en fait, c'est tout. Ouais, mais il y a d'autres paramètres pour moi à prendre en compte parce que forcément, si tu as 19 ans, que tu habites chez tes parents, tu vois, tu peux avoir cette opportunité-là, du coup, de, entre guillemets, te consacrer à une activité qui te rapporte zéro pour le moment. Mais il y a pas mal de Attends, il coachs. bosse à côté. Attends, moi je bosse, hein, je fais 80 heures semaine pour pouvoir Ouais, développer mais justement, c'est là où moi je veux en venir, c'est quelles sont du coup les choses à mettre à côté pour justement lancer ton activité sans. Que ce soit du coaching en ligne ou que ce soit n'importe quelle activité, je dirais qu'il faut pas avoir peur de bosser. Donc c'est-à-dire que si pour développer ton activité, je vais dire tous ceux qui veulent développer quelque chose n'ont pas 19 ans, habitent chez leurs parents, la plupart ils ont 25, 30, 35, 40, 50 ans des fois. Je dirais qu'il faut juste commencer par essayer de voir si ça te plaît. Donc parce que tu vas pas te lancer dans quelque chose et mettre tout, ne plus rien, enfin tout miser sur le chômage à côté alors que bah c'est pas comme ça que ça marche. Donc commencer à développer ton activité en parallèle d'un travail, d'un CDI stable et à côté bah forcément tu vas bosser le matin à 5h 6h du matin ou bosser le soir à partir de 17h jusqu'à 23h, mais j'ai envie de te dire c'est ce qu'il faut pour le faire, tu vois. En soi, moi, tu vois, je continue à bosser à côté. J'aurai les moyens d'arrêter ça, mais derrière, faut se dire que nous, si on veut investir dans Kirisu et développer la chose au maximum, tous les logiciels qu'on paye à côté, toutes les formations qu'on paye à côté, quand tu veux faire de la publicité sur les réseaux sociaux, bah il faut investir aussi dans tout ça. Donc il y a un moment où si tu veux développer ton activité, bah c'est sûr que ça va être chiant, tu vas pas arrêter de bosser pendant peut-être 3, 4, 5 ans, mais il y a un moment où bah si tu as bien fait les choses, tu vas pouvoir très bien gagner ta vie avec. Et voilà, je pense que Bah justement, je pense que rien n'est plus parlant qu'un témoignage. Je propose que chacun à notre tour, on décrive un peu notre parcours, comment on en est arrivé là et ce qu'on a mis en place. Du coup, bah Nathan Petit, je te laisse commencer. Mon petit, Du coup, moi, j'ai commencé à coacher en parallèle de mes études. En fait, ça a bien pris. Au départ, à côté de mes études, moi, j'ai toujours eu un job étudiant, justement parce que dans un premier temps, je voulais faire des formations, des séminaires, des choses comme ça. Et aussi pour pas dépendre non plus uniquement de mes parents. Et bah, juste, en fait, progressivement, le coaching a bien pris. Et au fait, au moment où j'ai commencé à travailler avec Nathan, du coup, parce qu'au début, j'étais gratuit, donc en fait, je gagnais rien avec mon coaching, entre guillemets. C'était que de l'investissement. Et ouais, après, bah, du coup, j'ai commencé à bosser avec Nathan. Donc, c'est là que j'ai commencé à monétiser mes services. Et après, bah, c'est devenu, j'ai pu lâcher mon job étudiant. Et c'est ça, entre guillemets, le coaching a remplacé mon job étudiant. Amen. Et puis maintenant, bah, on va dire que bah, je suis toujours étudiant, tu vois, donc je suis bien. Et ouais, le but, ce serait que d'ici la fin de mes études l'année prochaine, ben, je puisse en vivre, quoi. full time, ouais. Ouais, voilà. Donc moi, ça va, j'ai eu la situation la plus confortable où j'ai commencé ça. C'était pas, tu vois, on en avait déjà discuté, Max, tu vois, mais moi, c'était confortable parce que je me dis pas à la fin du mois, ça paye mes factures, tu vois. Oui, oui. Ouais. Donc maintenant oui quand même. bah maintenant plus parce que Ouais, je pense que tu. Ouais. du coup, je suis pas tu vois, je fais pas le Tanguy, tu vois, j'essaie d'être de plus en plus indépendant, tu vois, mais donc j'ai pris un appart et tout. Donc là, oui, maintenant ça paye mes factures, tu vois, mais au moment où je me suis lancé, moi, c'était super confortable parce que je me disais, Ouais, là-bas ça fait ça purement par passion, purement par plaisir. Et au final c'est ouais, quelque voilà, chose qui a ouais, pris et c'est ça. Bah ça, au moins, ça permet de te lancer dans des conditions saines. Tu sais, t'as pas l'équation de. Ah oui, oui, clairement, ouais. Ça m'a permis Ouais, de ça rentre prendre pas le dans temps, ouais. l'équation, le stress. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'a permis Mais t'as- surtout d'investir, tu vois, parce d'investir. que clairement, j'ai pendant 2 ans, en fait, j'ai fait que ça, quoi, investir dans des ressources et Ouais. pas forcément juste monétairement, mais juste en termes de temps, tu vois. J'avais une situation où c'était assez confortable, tu vois. Les études, c'est pas non plus le truc qui prend le plus de temps. Et du D'accord. coup, si enfin, ça dépend après si t'es un branleur ou pas, mais ça te libère quand même beaucoup de temps. Donc après, c'est à toi d'en profiter, tu vois. Et aujourd'hui, bah, du coup, c'est super confortable, quoi, forcément. Je pense que c'était un peu plus compliqué pour Nathan, du coup. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour Bah, du Nathan. coup, Nathan, ouais.
ton expérience? Moi, j'ai commencé à coacher, pareil, gratuitement au début. C'était quand? C'était en 2020, je crois. 2020, 2020, 2021, je crois. C'est ça. Ça m'a direct plu. Bon, au début, on sait très bien comment les coachings au tout début qu'on fait tous de la merde. C'est pour ça que je coachais gratuitement, justement pour accumuler pas mal d'expérience et pour aussi voir si c'est quelque chose qui me plaisait. Au final, j'ai eu de plus en plus de personnes. Bon, au début, quand on dit de plus en plus de personnes, c'est que tu commences par coacher une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Donc après, j'ai commencé du coup à faire payer 20 euros au début le coaching. Puis après, au bout de 6 mois, je suis monté à 40 euros par mois. Puis après, à 70 euros par mois. Puis après à 100 euros par mois, puis après à maintenant où on en est là, un peu plus cher encore. 450 euros. 300 euros toutes les 2 semaines. Non, en vrai, ça m'a permis derrière de développer quand même on a quand même développé une bonne communauté. On a quand même bossé dessus. Il y a un moment où je suis arrivé un peu à ma limite en termes de temps, du coup, parce que j'ai toujours eu un deuxième, mon boulot à côté. J'ai la chance parce que je travaille en salle, donc c'est assez tranquille, tu vois. On va pas se plaindre, mais c'est surtout mentalement où ça demande quand même beaucoup de temps, plus que physiquement. Donc à un moment où je suis arrivé un peu à ma limite en termes de temps de ce que je pouvais faire, c'est pour ça que je cherchais quelqu'un à ce moment-là. J'ai eu de la chance, alhamdoulilah comme on dit, j'ai fait un peu le pari risqué, mais au final c'est le meilleur pari un peu de ma life. Ouais, du coup, vu que tu avais une source de revenus à côté, tu pouvais, entre guillemets, te permettre de t'associer avec quelqu'un sans pour autant y être perdant quelque part au niveau monétaire. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. Et du coup, on a développé ça, et là, ça se développe de plus en plus. On fait quasi x2 en termes tous les ans, en fait, par rapport à l'année dernière, on a fait x2, x3. Là, on va voir l'année prochaine comment ça va se passer, mais honnêtement, tout se passe plutôt bien. On essaie d'investir un maximum pour développer tout ça. Mais voilà, je crois que j'ai expliqué un peu tout. Mais du coup, ouais, vas-y, dis. J'ai dit forcément, je suis beaucoup plus limité en termes de temps. C'est-à-dire que je bosse quasi de 7h à 22h, 23h tous les jours, week-end compris. Donc ça va. En vrai, c'est pas dérangeant parce que je veux dire, on sait pourquoi on le fait, tu vois. Donc, et justement, ça, on va en parler de vraiment de l'investissement du temps et d'arrêter d'avoir cette vision un peu, tu sais, 35 heures en mode le week-end, Ouais, moi ça m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours, moi mon père c'est un énorme bosseur, tu vois, c'est un peu été mon exemple là-dessus. C'est-à-dire que c'est un giga bosseur, tu vois. Et donc ça m'a jamais fait peur. Et je me fais chier en fait si je ne fais rien, tu vois. J'ai d'autres actes, d'autres hobbies à côté, mais je veux dire, des fois j'ai rien à faire, je préfère bosser que rester dans mon canapé et regarder la télé, tu vois. Genre je suis là, je me dis bon, qu'est-ce que je fais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ok, ça marche. Mais oui, après forcément que financièrement, moi j'avais quand même des factures à payer derrière. Mais je veux dire. Et pour en revenir à la discussion qu'on avait au début sur c'est quoi un coach, finalement, tu vois, le fait de s'associer, en fait, ça a quasi rien changé sur la partie coaching, quoi, en soi, faire des retours, faire des progs et tout, c'est surtout sur tout le reste, en fait, que ça. Quand même, ça a changé sur la partie coaching dans le sens où maintenant on peut se reposer un peu l'un sur l'autre quand des fois on a des blocages ou généralement on se rejoint exactement sur, on se dit ok, t'aurais pas une solution sur ça. Ouais. Moi, je donne ma solution. Au final, on est quasiment sur la même chose. Ou alors des fois justement on a deux visions un petit peu différentes avec Nathan, donc ça nous permet aussi de se compléter un petit peu. Et c'est pour ça que moi quand j'ai recruté Nathan, j'ai dit moi ce que je veux c'est pas quelqu'un qui fasse exactement la même chose que moi, sinon je le fais moi-même. C'est pour ça que j'ai dit je veux quelqu'un qui ait une vision un peu différente de moi, comme ça si jamais un jour on a un blocage, on peut se reposer l'un sur l'autre et tester un peu différentes choses. Ça permet aussi nous à nos clients, nos athlètes, j'aime pas trop utiliser mots clients parce que ça fait voilà, mais du coup ça nous permet aussi que si un jour notre athlète il a envie de voir autre chose, une autre manière tu peux lui proposer exactement. Ça a été le cas, tu vois, avec Ilyes par exemple, qui a switch de Nathan vers moi et au final il a énormément progressé. Il est passé du 6x6 au 1x1 single. Exactement. Et au final il a progressé énormément avec Nathan, maintenant il progresse énormément avec moi et ça s'arrête pas et il kiffe son truc, donc c'est super et ça nous permet en fait énormément de possibilités. Et moi ce sur quoi j'étais énormément bloqué, c'était sur la création de contenu parce que c'est pas du tout un truc que j'adore, tu vois. Genre ça
me pète le cul, on va le dire comme ça. C'est pas mon truc. Aussi sur pas mal d'idées, parce que Nathan, c'est grâce à lui qu'on a créé le podcast, parce que c'est lui qui avait eu l'idée. Moi, j'avais pensé, mais j'étais pas, enfin, tout seul. Ouais, t'as pas le déclic en mode bon, vas-y, c'est le moment, quoi. Voilà, on s'apporte énormément d'idées, on se soutient aussi des fois parce que ça peut être dur aussi d'être, enfin ça peut être un peu flippant et un peu. Ah mon gars. Ça peut être dur d'être solo vraiment. Moi, je conseille de toujours avoir des gens sur qui compter. Et... Non, en vrai, ça va. Tu vois. Mais du coup, c'est surtout sur les trucs annexes à vraiment purement la prog et les retours que en fait s'associer, ça nous a débloqué, quoi. C'est juste que ça nous a permis de lancer des projets, de voir vraiment beaucoup plus grand, tu vois. Faire beaucoup de trucs, tu vois. Vraiment, le développement, là, depuis juin 2023, avec Nathan, c'est stratosphérique, tu vois. Non, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez ma validation sur ça. Enfin, comment dire, les choses sont mises en place, ça fonctionne et c'est mérité. Donc, c'est cool. Ouais, pour le coup, tu vois, c'est pour ça que je disais que le coaching, c'est ouvert. C'est qu'en fait, enfin, il n'y a pas du tout. Des fois, j'en entends dire le coaching, c'est un milieu qui est saturé, genre, mais pas du tout. Non, mais regarde les gens qui disent ça. Les gens qui disent ça, c'est soit le coach qui a pas envie d'avoir de la concurrence, donc il va démotiver les troupes, ou alors ça va être le gars qui, en fait, n'a jamais rien mis en place dans sa vie et en fait qui voit peut-être la difficulté du coaching, de qu'est-ce que ça va lui demander comme ressources, et en fait, il se met des autolimitations. Je dirais que c'est vraiment le métier de coach en ligne qui est ouvert. Coach en salle de sport, c'est un peu plus fermé. Ah oui, c'est clairement. Et même totalement bouché, parce que les cours collectifs, c'est quelque chose qui ne marche plus du tout. Moi, je le vois parce que du coup, j'ai le pied un peu dans les deux. Être coach. T'as rien payé. Hein? T'es rien payé en plus. Bah non, t'es en auto-entrepreneur, on te paye quoi, 30 € de l'heure quand c'est un cours collectif. Moi, on me payait 20 balles à l'époque. Voilà, 30 € de l'heure, ça, si t'es un peu dans une convention différente, comme si tu fais du yoga, des trucs un peu du genre les Mills, t'es payé un petit peu plus parce que c'est des choses qui coûtent beaucoup très cher. Mais du coup, t'enlèves l'URSSAF, le mec qui prend 1 heure aller-retour pour venir. Donc au final, ça lui revient à 2 heures. Tu divises, en fait, il gagne un SMIC. Et l'énergie. Moi, j'ai donné des cours co pendant 3 mois, 4 mois. Le mec, j'étais cuit. Les coachs, ils font des fois 15-20 heures de cours dans la semaine. C'est 15-20 heures de cours non-stop à faire du sport. C'est éreintant de ouf. Ils se retrouvent des fois à 30 balais, 35 balais, à être cassés de partout parce que ils peuvent plus, en fait. Tu vois. Et le problème, c'est que après, il y en a beaucoup aussi qui aiment bien cette situation-là. Mais en fait, pour moi, coach en salle de sport, c'est bien si tu as une salle de sport qui marche extrêmement bien, du genre On Air, Fitness Park, Basic Fit, parce que tu peux avoir en fait le flux client est tout le temps renouvelé et du coup tu peux tout le temps avoir des clients. Mais si tu es coach sportif dans une salle de sport un peu plus indé ou quelque chose qui a beaucoup moins de flux, derrière tu te retrouves vachement bloqué en fait. Et même dans ce sens-là, être coach en présentiel, une séance avec quelqu'un, ça va te durer 2 heures avec aller-retour plus le temps de faire la séance plus etc. Pour être payé quoi, 50, 60 balles parce que les gens sont pas prêts à mettre plus. En termes de rentabilité, le coaching en ligne, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en fait, au lieu d'avoir 3 clients par jour, parce que du coup il y a il y a le trajet, il y a le temps de la séance, etc. En fait, moi, des fois, je me tape je me limite, mais entre 6 et 7 blocs par jour. Alors que du coup, si tu coachais en présentiel, ton taf serait divisé par 3, quoi. Donc ta productivité, elle est tellement boostée grâce même pour l'athlète, au final, non? Même pour l'athlète, la plus-value, elle est beaucoup plus importante, parce que d'où l'importance d'avoir un bon CV en ligne. Et puis, pour me donner mon avis un peu sur le coaching en présentiel, moi, c'est quelque chose, en fait, de base, je suis pas fan en tant que pratiquant, même, parce que c'est bien en fait, je trouve que c'est excellent pour quelqu'un qui a un gros manque de motivation, pour des gens qui ont jamais fait de sport de leur vie. Par exemple, je te donne quelqu'un d'obèse qui va à la salle pour perdre du poids, etc., et qui a besoin de quelqu'un pour le pousser, ou vraiment quelqu'un en tout cas sur les premières séances. Je trouve que le coaching en présentiel, c'est super sur les premières séances, mais en fait, il y a un moment où c'est bien, mais le mec, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Voilà, c'est vas-y, fais tes curls. Allez, 3 séries de 12. Super. Tu coaches en présentiel, toi, ou pas? Non. Ok, parce que moi, j'ai coaché en présentiel, et justement, c'était les premières séances, c'est t'encadres le mouvement, mais forcément, une bonne programmation, c'est une programmation avec des exercices long terme. Donc, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Et en fait, la personne, elle est avec toi, du coup, uniquement pour ton regard sur la séance. En mode,
le boost. Mais Moi, il dit, vas-y, il y a coach, quelqu'un qui me regarde, faut que je fasse les choses bien, quoi. Mais c'est tout. ouais, non, mais c'est ça. Genre, nous, on est là, en fait, on devient juste le gars qui va l'encourager. Mais en présentiel, en fait, tu fais vite le tour, de ton suivi, en fait. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, mais la vision qu'a un athlète d'un lambda, entre guillemets, qui vient de se remettre au sport est carrément différente. Genre, le mec a besoin d'être avec quelqu'un pour faire la chose, tandis qu'un athlète, en fait, va solliciter la personne pour l'encadrer. Après, c'est 2 manières de voir le coaching différentes, hein. Moi, personnellement, Ah ouais, c'est carrément différent. c'est pas du tout quelque chose qui me fait vibrer, tu vois. Me retrouver là, et je le fais, tu vois, parce que moi, quand One more. Non, mais des fois, je suis à la salle. Mais même les mecs, en fait, même les personnes qui te sollicitent à la salle, n'ont pas envie d'être là, en fait. La plupart, ils sont là par dépit parce qu'ils veulent perdre du poids, ou ils veulent prendre du poids, ou ils veulent juste avoir un petit peu d'exercice. Ils sont là, mais même eux, ils ont pas envie, en fait. Donc, t'es là, voilà, t'es juste plus un soutien moral que réellement un coach sportif. Même si je suis d'accord, ça fait partie entièrement du boulot. Et ok, mais en fait, moi, j'aime pas cet aspect-là de me dire, putain, en fait, je suis juste là pour un peu comme un policier, tu vois. Mais j'ai vu un mème sur Insta la dernière fois. C'était quoi? C'était ce que les coachs BPGF croient faire après leur formation. Tu sais, il y a en mode le mec qui coach en mode bodybuilding, et après tu vois une vidéo court. C'est clairement ça. On s'imagine des trucs de dingue, et c'est ça qui peut être réalisable du coup quand on devient coach en powerlifting et en ligne. C'est que la plupart du temps, en fait, on fait des choses concrètes, on fait de la vraie programmation, et ensuite quand tu Et encore, compétition, bah là tu coaches pour de vrai. Enfin, si tu t'attends à coacher que des mecs qui tirent 300 kilos, 350, qui font ça, c'est une minorité. Je veux dire, nous parmi nos athlètes, je veux dire, c'est peut-être, c'est pas pour être méchant, mais la plupart c'est des athlètes lambda. Ils font beaucoup de cette pratique juste pour s'amuser. Ils ont des performances très bien, excellentes même, par rapport à quelqu'un dans n'importe quelle salle, mais c'est pas des athlètes internationales, nationales, etc. Donc faut pas s'attendre à coacher des mecs qui vont tirer 300 kilos, ou alors il faut d'abord créer une bonne clientèle. Et tu vas non, mais pour 90% des coachs en powerlifting, c'est ça, c'est genre un quart de la clientèle qui est un peu c'est des petites pépites du groupe, et après bah il y a comment dire, les athlètes un petit peu plus lambda, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est moi je préfère limite les athlètes lambda parce que c'est facile à gérer. Les athlètes, t'as des athlètes qui sont un peu entre guillemets l'athlète phare du truc, où ils ont tendance où c'est des fois c'est trop, tu vois, genre c'est bon, on va pas rentrer dans le détail. Ah, justement, dans les détails. Non, mais en vrai, je dis pas ça de manière méchante ou quoi que ce soit, hein, c'est pas pour tirer sur qui que ce soit, mais ils ont tendance à comment dire, ils ont en fait des fois être trop dans le truc, mais genre vraiment beaucoup trop, juste parce que. Un exemple. Mais en vrai, j'ai même pas d'exemple là. C'est genre vraiment, j'en ai pas du tout. Mais j'arrive à voir ce que je veux dire. Tu vois, je pense que vous voyez ce que je veux dire aussi. Mais j'ai pas de. Des fois, en fait, juste avoir un athlète qui est content de sa progression, qui progresse normalement, comme il faut, en fait, comme n'importe quel athlète. Un athlète qui, on va dire, qui a beaucoup de capacités. Il va pas prendre 5 kilos tous les mois, il va être là, oh non mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ou alors ces athlètes, même si ils sont très forts de base, qui ont tendance à se dire, ou dès qu'ils ont un petit pépin qui arrive, un petit pépin de rien du tout, oh tout va mal, je vais me suicider. Ah oui. Mais tu vois que moi j'ai grave un feedback différent. Justement, moi mes athlètes phares entre guillemets, je pense notamment à Oscar qui fait partie des meilleurs 83 en junior, etc. En fait, ce qui me fait chier avec ce genre d'athlète, c'est que je travaille pas. Genre, je suis là, je fais sa prog, je le suis et tout, mais techniquement, il y a plus rien à redire et tout. Et un peu, moi, j'ai un peu ce truc, d'avoir l'impression de pas avoir à travailler. Tandis qu'avec un débutant, avec un gars un peu plus lambda, bah là, il y a vraiment du travail. J'ai vraiment l'impression qu'on me paye pour quelque chose, quoi. Exactement. Mais et c'est ça qui et en plus de ça, c'est qu'avec des athlètes, on va dire qui sont très forts, généralement ils ont tendance à pas te faire le retour. Ouais, c'est ça. Moi, je prends l'exemple d'Iliès qui me dit ouais, je vais pas te faire des retours. De toute façon, tout s'est bien passé. Je fais oui, mais moi. Et Oscar, il me dit tellement pareil. Tout s'est bien passé. Je vais dire, il me dit ça te fait moins de travail. J'ai dit mais moi je veux travailler, je me fais chier en fait. Envoie-moi des trucs à faire, tu vois. C'est ça. Ouais, non, je comprends. Après, moi, justement, le truc de l'athlète qui se plaint pour un rien dès qu'il y a une problématique et tout, tu vois, genre, je l'ai de plus en plus avec des athlètes lambda. Et c'est ça, et c'est là où moi, je leur dis, mais alors, est-ce que tu arrives à concevoir que ta pratique aujourd'hui, elle ne t'apporte rien de façon monétaire, de façon au niveau de la reconnaissance, enfin, t'as pas un haut niveau, etc. Donc, je lui explique que les enjeux
sont pas vraiment en corrélation avec son investissement émotionnel. Et justement, j'ai l'impression que c'est le côté toxique du power, c'est que je sais plus avec qui j'en parlais, mais il y a ce côté où on est C'était avec émotionnellement. putain, c'était le qui est super fort là que tu avais fait là. Ah, mais c'est avec Karl. Mais oui, c'est Avec avec Karl. Karl, voilà, j'avais écouté le Ouais. podcast. Et genre justement, on en parlait, mais le côté investissement émotionnel chez des personnes qui du coup bah sont des personnes lambda, encore une fois sans juger, hein, mais bah il y a un truc disproportionné dans ce sport. Et justement, c'est ce côté coaching qui a un peu bah pour revenir à être coach en 2024, c'est quoi? C'est aussi être psychologue, préparateur mental, pédagogue, médiateur. Enfin, il y a tellement de choses à. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais juste faire mon petit témoignage parce que j'ai eu mon fromage blanc. Voilà. j'ai eu un parcours un peu différent que mes deux collègues. Donc moi, c'est directement, voilà, je suis allé faire ma formation de coach. Donc je me suis dit, au lieu de me faire chier pendant un an, sur une formation où je vais rien apprendre de concret et voilà, bah, je vais commencer à lancer du coup mon coaching. Donc au début, je faisais ça. J'ai fait gratuitement, mais de manière professionnelle, j'ai jamais fait gratuitement. Parce que j'estime que quand tu fais gratuit, les gens ne te donnent pas l'investissement nécessaire pour une vraie progression. Honnêtement, on commence tous par là, mais ne jamais proposer un service gratuitement. Jamais. Genre, si c'était à refaire, je le ferais pas. C'est ça. Moi non plus. Salaire, tout travail, mais salaire. Hein, tout ça, et les gens, en fait, ils en ont rien à foutre de ta gueule quand ils savent qu'ils payent rien. Ils te chient à la gueule, ouvertement. Faites payer, même si c'est 5 euros, faites tout le temps payer. Quitte à avoir moins d'athlètes, parce qu'en fait, au début, tu as le truc de te dire si je suis gratuit, je vais récupérer un peu plus d'athlètes potentiellement, mais en fait, tu vas avoir de la quantité. Genre, quand j'ai rejoint Nathan, tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais plus de 10 athlètes, mais genre aucun qui payait, tu vois. Ah bah oui. Et puis moi, je dis, bah Nathan, tu vas passer directement au tarif maximum. Et genre, en fait, c'était bien, tu vois, j'avais beaucoup d'athlètes sur le papier, mais en fait... il n'y avait pas de plus-value derrière, quoi. Et est-ce qu'ils sont restés ceux que tu as fait payer, du coup? Ou alors J'en ai encore qui sont... mais pour le coup, ceux qui étaient gratuits sont restés gratuits, tu vois. Et j'en coach toujours deux, et t'en as jamais proposé de te payer Si. Ouais, ok. T'en as qui n'ont pas les moyens, en fait. T'en as qui prennent un coaching gratuit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont étudiants, ils sont trop jeunes. Je prends l'exemple de Leina, par exemple. Où, elle a 16 ans. Voilà. Et en plus, il y a des coachs qui, du coup, coachent gratuitement et qui sont bons. Hein. Enfin, parce qu'il y a aussi ce truc, il y a des coachs, ils coachent gratuitement, mais du coup, le service, il est vraiment médiocre. Et il y a justement ce genre de pépite où tu tombes sur un Nathan, tu vois. Donc, t'en as aussi qui coachent en payant et qui sont éclatés au sol. Ah, bien évidemment. Mais les meilleurs, mais je veux dire, à un moment. Après, généralement, si tu fais de la merde. Voilà. J'ai eu des retours sur des coachs, bon, on en parlera tout à l'heure, mais les coachs subjus moins de 66 qui ont fait un podium au championnat de France et. T'es un peu trop précis, chef. Non, mais en vrai, j'ai même pas de personne en tête parce que je connais pas les coachs. On en discute souvent, là, le week-end dernier, on en discutait. C'était la thématique que j'allais aborder, c'est le coach à 50 balles, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je propose que je commence en donnant mon avis parce que du coup, j'ai commencé, du coup, j'en parlais juste avant, mais j'ai commencé le coaching à 50 balles. Donc moi, dans la limite où, en fait, tu commences tes tarifs pour rendre ton coaching, enfin, tu commences avec un tarif à 50 balles pour donner comment dire, que ça soit abordable au niveau, voilà, c'est ça. Et ensuite, progressivement augmenter. Donc, au niveau c'est pas le 50 balles qui me dérange, c'est plus en mode l'aspect. Ouais, 50... c'est moins cher. Ouais, c'est ça. Viens chez moi, c'est moins cher. Et en fait, le mec ne cherche pas à augmenter ses tailles, juste c'est genre je veux un maximum. Et en fait, et le pire, c'est que ils ont cette réflexion-là, mais au final, ils se retrouvent avec très peu d'athlètes quand même. En fait, j'ai l'impression, tu vois. Ils se retrouvent avec 5, 10 athlètes maximum. Parce qu'on a trop. Pardon, vas-y. Ils mettent en story 3 places se libèrent pour un coaching. Ouais, c'est ça. Alors qu'on sait très bien, gros. Je fais frérot, non mais tu sais, des fois ils me disent ouais, j'ai pas le temps, les trucs se dégradent. Enfin, j'ai pas envie que mes coachings se dégradent. Je fais avec Nathan, on a j'en ai quoi, 25 coachings chacun, un petit peu moins. Et chacun à un côté, lui il est en études, moi je suis en boulot. Je veux dire, et moi je sais très bien que je pourrais prendre encore 5-10 personnes faciles sans que ça se dégrade d'un iota, tu vois, genre. Je suis à pratiquement 50 athlètes et je juge que j'ai encore grave du temps à dépenser pour eux. Enfin, pour moi, je crois que c'est Alexis de OPT qui en parlait la dernière fois. T'es juste mal organisé en fait. T'es juste mal organisé ou alors juste. T'es pas un bosseur. Ouais, t'es pas un bosseur, c'est ça. Tu vois, genre
en termes d'organisation, bah c'est normal en fait. Quand tu passes de 5 à 10 athlètes, tu vas avoir l'impression d'être overbooké, mais au final ça change pas grand-chose. C'est juste que tu gères mal tes trucs. Déjà, il y a le fait de beaucoup de coachs qui font, ils reçoivent un retour directement, ils répondent. Bah ça te fait perdre énormément de temps dans la journée. Nous, c'est ce qu'on faisait aussi. Hein. Maintenant, c'est ce que je fais beaucoup moins. Quand tu vas-y, au lieu de tu fais tous tes prog le dimanche soir à 23h parce que les mecs, etc. Enfin, je sais pas, fais-toi un calendrier. Ouais, tu c'est dis, ça. ce jour-là, j'ai ça à faire. Avec Nathan, par exemple, on a un calendrier du contenu qu'on va poster sur tous les réseaux, de tout le truc marketing, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bam, bam, bam. On sait très bien quel jour on va faire Et quoi. ouais, il faut aussi développer des outils qui vont justement vous faire gagner du temps. Un template, je sais pas, un gestionnaire de factures si vous déclarez bien à l'URSSAF. Il y a plein de choses qui vont faire gagner du temps. Non, je rigole. Je déclare mon URSSAF. Non mais justement, genre ça c'est les erreurs qu'on a tous fait au départ, mais les gars, cherchez la productivité même si vous avez aujourd'hui 2 athlètes. Ouais, Le but du jeu, c'est vraiment de construire un système et plus vite Prendre ce des bonnes système habitudes. sera construit, ouais, c'est ça, plus vite ce système sera construit, bah en fait plus vous allez pouvoir développer votre coaching parce que on va regarder juste ce qui se passe dans le monde du powerlifting français. Qu'est-ce qui marche comme coaching? C'est des coachings qui sont professionnels, qui ont une bonne DA, qui sont réguliers sur leur poste, qui ont des résultats. Parce que on parle beaucoup des réseaux, de la communication à travers les réseaux. Moi, la plupart de ma clientèle, c'est du bouche à oreille. Hein. Ouais, moi aussi. Alors que ça va, je fais des bonnes stats, etc. Mais On a quand même pas mal qui viennent. En fait, on a beaucoup qui te connaissent via les réseaux et qui après, parce qu'un collègue à eux a pris un coaching, ils se disent OK, je sais qu'ils sont sérieux. En plus, mon collègue m'en a parlé. Hop, en avant. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et après, t'en as énormément après qui veulent aussi prendre des coachings, mais malheureusement, bah tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un coaching, tu vois, ce qui est. Non, mais je suis d'accord avec toi, Nathan. Mais je veux dire, tout le monde n'a pas envie de mettre les moyens pour, voilà. Mais oui, après. Ça, genre à partir du moment où t'es pas obligé de mettre un crédit, faire un crédit pour avoir ton coaching, ok, mais sinon, ouais. Ah, mec, je suis désolé, mais après, ça va l'excuse de genre je suis étudiant et tout. Enfin, il y a des étudiants qui sont vraiment en galère, tu vois. Mais mec, moi, je voulais un coaching, gros. J'ai pris un job étudiant, tu vois. Genre. Ah oui, tu peux toujours faire quelque chose pour avoir oui, on est d'accord, ouais. Ah ouais. Allez, pète-la toi, vas-y. Mais non, je me la pète pas, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que, enfin, enfin, je sais pas. Après, sinon, vous faites comme moi, vous développez des compétences et vous êtes votre propre coach. Non, mais en fait, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aussi, déjà, genre, qui ont un problème avec le fait d'investir de l'argent, tu vois, genre, ils voient pas le bénéfice que c'est. Et c'est surtout que, enfin, mec, je le suis encore, je suis étudiant, mais que j'ai des potes, tu sais, ils sont là en mode, tu payes 150 € en coaching, mais t'es un grand malade et tout. Les gars, tu sais, une soirée au bar, ça peut facturer 70 €. Un resto, ça peut très vite monter à 50, t'en fais deux, j'ai des potes qui préféraient manger des pâtes parce que ils avaient leur soirée étudiante le jeudi soir, tu vois. Parce qu'ils ont leur paquet de clopes à 15 balles à payer par jour. Ouais, bah, j'étais là, bah, ok, frérot, mais moi, je préfère un coaching, tu vois. Mais après, on en parlait la dernière fois, c'était avec l'un de vous deux, je me rappelle plus, mais c'était, en fait, les gens se rendent pas compte que justement, on n'est pas des coachs à 50 balles. Genre, on offre un service et il y a plein d'autres choses que le retour technique. On en discutait la dernière fois. Typiquement, ouais, comme vous faites vous et que moi je suis en train de mettre en place, c'est les petits webinaires gratuits, accessibles uniquement pour les athlètes. Enfin, c'est ça. Hein. Quand tu essaies de mettre des trucs en place, par exemple là le week-end dernier on a fait un week-end cohésion, on a fait ça, on propose des webinaires, on essaie de proposer un maximum de ressources à nos athlètes. On est là sur toutes les comptes. Les connaissances, tes athlètes ils ont pas besoin d'ouvrir un livre d'anat ou de bioméca, tu lui drops ça gratuitement. Enfin. Oui, après, on redirige des fois, tu vois, quand même. Je veux dire, si l'athlète a une douleur récurrente, on a testé pas mal de choses. Je veux dire, on va le rediriger vers un kiné, ce qui est normal, tu vois. Ça veut pas dire que on doit pas incarner un autre métier. Notre métier, c'est pas d'être kiné, c'est pas d'être préparateur mental, c'est pas d'être qui que ce soit. Notre métier, c'est d'être coach, d'être des bons coachs. Et pour ça, oui, t'as besoin d'avoir la casquette de je ne sais quoi. Mais je veux dire, on n'est pas non plus on n'a pas non plus la science infuse dans tout. Et donc, il faut savoir aussi déléguer, tu vois. Donc
Ça, c'est important aussi. Et je pense que pour être bon coach aussi, il faut savoir déléguer. Tu vois, par exemple, nous, on a remis tout. Je fais une petite promo à Nicolas. On a remis tout ce qui est nos montages, création de contenu, etc. On crée juste le contenu. Après, on envoie tout à Nicolas, qui est notre monteur vidéaste et qui crée qui gère toute notre DA. Il y a Karim Weekend. Est-ce que vous avez la ref, Ah, les gars? Et vous avez regardé ou pas Nouvelle École? Non. Ouais. Ah, Pas vite tu vois, fait. tu vois, JER, c'est un Ouais. couteau suisse. Il veut tout faire. T'as la ref ou pas? Ouais. Moi, dans le milieu, on m'appelle JER. Je veux rien déléguer. Du coup, le truc, c'est que tu vois, nous, c'est vraiment un truc qui nous prenait énormément de temps, tu vois, avec Qui nous a chié. on poste 5, 6 posts semaine. Je veux dire, tu prends le temps de le filmer, le temps de le faire, etc. Tu peux bien perdre 15-20 heures par semaine, en fait. Bah, à créer mec, du contenu, moi, je vais te dire le témoignage, vu que c'est ce que je fais. Moi, mon contenu, je le filme sur une journée et je le monte sur une journée. En gros, j'ai une journée dans la semaine, c'est ma création de contenu, tu vois. Donc, ouais, ça me prend 12 heures par semaine de créer du contenu, tout simplement. Ouais, mais tu vois, nous là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est, on se prend peut-être, en vrai, je sais pas, parce que moi, comment je fais, c'est genre peut-être une fois toutes les 2 semaines, je vais essayer de faire 3-4 réels, 2-3 carousels, et en fait, comme on est deux, déjà, ça nous répartit le contenu par deux. On Ouais, essaie bah. d'utiliser un maximum des trucs qu'on n'a pas à faire, les réels podcasts, les choses comme ça, où c'est juste du montage. Genre en vrai, l'économie de temps qu'on a, c'est affolant. Je crois que bah forcément après tu dois payer etc la personne, mais je veux dire moi je préfère payer quelqu'un qui me fait un truc ultra quali qui est super bien fait. Donc n'hésitez pas à contacter Nicolas si vous avez envie de qui vous expose un peu sa façon de faire. Mais franchement moi je pense que c'est l'un des meilleurs investissements qu'on a fait depuis depuis le début ça fait combien de temps ça fait depuis début d'année, non? Non, mais de toute façon, 3-4 mois. Ouais. de toute façon, tu regardes sur les grandes entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, on va dire que le gérant de l'entreprise, il fait plus rien. Genre, Il a un graphiste, il a un. Ouais, c'est ça. Il Manage, voilà. c'est tout. Genre, c'est l'objectif de tout le monde. Maintenant, forcément, faut prendre aussi en compte les dépenses de ton entreprise et faut être rentable à la fin de l'année, quoi. Mais oui, je suis d'accord. Après, moi personnellement, je kiffe justement cet aspect couteau suisse. Le seul truc que j'aime pas, bah, c'est la paperasse sur SAF. Ouais, mais en fait, mais ça, c'est voilà, quoi. on en a déjà discuté, Max, mais tu limites énormément ton temps et ton potentiel en restant, déjà premièrement en faisant tout seul, tu vois. Genre si tu te déléguais, je te dis une bêtise, rien qu'à un monteur ou un truc, déjà même toi, tu pourras avoir du temps libre, tu vois. Même si forcément on n'est pas non plus là pour se branler les couilles, mais je veux dire, à un moment, faut vivre, tu vois. Bah en fait, encore une fois, moi j'attends le stade où genre limite j'attends le burn-out, tu vois. Enfin, je sais pas, mais j'ai un peu tous pareil en fait, je pense. Moi ma copine elle me déteste parce que genre je fais que bosser et hier non, c'était quand? C'était West Weekend. Non mais gros, j'ai passé le samedi à regarder Game of Thrones avec des pancakes, mais je m'en suis voulu tellement fort, genre. On est tous des cucks, les gars. Moi, je le dis parce que Nathan, il est interdit de travailler le dimanche. Il se fait engueuler dès qu'il travaille le dimanche. Moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai une femme exceptionnelle. Oui, mais c'est un plus gros cake de nous trois, donc. Ouais, exactement. Ouais. Les coachings Kiritsu qui vont directement. Ouais, en fait, les gars, si vous voulez être un coach avec une santé mentale saine, ayez une copine. Comme ça, vous êtes obligé de vous libérer du temps. En vrai, c'est important aussi d'avoir du soutien un peu émotionnel moi, je te dis, Kiritsu ça aurait jamais existé si j'étais pas avec ma femme actuelle, parce que c'est elle qui m'a poussé au début à faire payer. Elle m'a dit, mais frère, tu passes 10 heures par jour à bosser pour rien. Elle m'a dit, fais payer, même si c'est rien du tout, fais payer 20 balles, tu vois. Et au début, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur à te dire, putain, mais pourquoi je le fais payer, je suis une merde. Et au final, tu fais payer tout le monde. Ça donne des gens qui te disent 20 euros, c'est trop cher. Bah, frérot, à un moment, et toi, au début, tu es là, tu te dis, mais putain, mais est-ce que c'est vraiment trop cher 20 balles, tu vois? Le pire, c'est que tu te dis ça, tu vois. Et quand je me regarde maintenant, je me dis, bah, je préfère faire payer 120 balles, avoir une seule personne, qu'en avoir 6, qui te payent 20 balles, qui sont même pas sûrs de se payer à la fin du mois parce que, ils se disent, oh, c'est 20 balles, c'est bon, tu vois. Alors que plus ton service est quali, bah forcément plus le devis à la fin ça coûte un petit peu plus cher, ce qui est normal. Plus les gens sont sérieux derrière, que ce soit dans les athlètes qui sont sérieux, font bien leur retour, ils s'entraînent correctement, ils t'écoutent. Parce que bah forcément un tarif ça justifie aussi une expérience et derrière les mecs t'as même pas à leur dire bah frérot tu peux manger à la fin du mois ou tu sais t'arrives tu regardes ton compte pro et tu vois que ok c'est fait là.
Ouais, bah, de toute façon, ça c'est l'erreur que moi j'ai fait, c'est rester trop longtemps accessible. Je me disais justement, Et moi, tu l'as encore trop, tu vois, on en a déjà dit. oui, mais je tends vers quelque chose de plus correct vis-à-vis de mes services, quoi. Mais ouais, ça c'est l'erreur il faut pas faire. Faut pas se dire ouais, je veux cumuler le maximum d'athlètes. Alors d'un côté c'est bien parce que forcément tu cumules de l'expérience et tu fais parler de ton coaching. Donc c'est l'avantage. Mais l'inconvénient c'est que bah tu vas trimer de fou pour pas grand chose à la fin du mois. Moi je me rappelle il y avait des mois, on va parler chiffres. Hein, dans mes débuts quand j'étais pas cher, je devais avoir je sais pas, peut-être 30 athlètes, un truc comme ça. À la fin du mois, c'est limite, je me payais avec un SMIC, quoi. Donc, et quand forcément tu augmentes les tarifs et que tu te rends compte que bah t'as quand même le même nombre de clients et ça augmente et bah tu te rends juste en fin compte que le prix va juste définir la qualité de tes services et que si c'est justifié, bah t'auras du client en fait. Mais en fait, je suis tellement d'accord parce que, tu vois, genre, faut se dire que les gens, ils se disent, ouais, un coaching à 100 balles, allez, on prend notre exemple. Nous, on a un coaching qui est à 120 euros par mois, tu vois. On a un coaching qui est à 120 euros par mois. Derrière, bah, t'as le programme, t'as les retours, t'as les webinaires qui nous prennent énormément de temps. On va dire que, objectivement, combien de temps on passe par athlète, sur un athlète dans le mois? On va dire, allez, peut-être 1 heure sur sa prog, une heure. Si c'est un suivi de bloc, on va dire tout s'est bien passé, ça peut prendre moins de temps. Si des choses qui sont mal passées, moi j'ai déjà passé des fois une semaine à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec un athlète parce que ça bloquait. Je passais 3-4 heures à réfléchir, mais je veux dire, on te paye pas pour le temps, on te paye pour l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que il y a des fois où tu vas mettre 5 heures à faire le truc, il y a des fois où tu vas mettre 10 minutes, tu vois. Et c'est ça que tu veux aussi. Je préfère moi un coach qui me dise, ok, j'ai passé 10 minutes, tout va bien, et je le paye 300 balles par mois et ok, Ouais, et c'est bien. après, t'es même pas obligé de dire à ton athlète, t'as passé combien de temps, tant qu'il a des résultats, en vrai. Mais c'est ça, mais tu vois, il y a ça, mais là c'est pour être objectif, pour donner un peu en termes de chiffres, qu'est-ce que ça coûte. Donc tu passes allez 1 heure sur sa prog, tu passes par mois peut-être allez 4 heures sur des retours, ça fait 5 heures dans le mois sur l'athlète. Allez, rien que pour se payer au SMIC brut, t'es déjà à 100 balles, tu vois. Mm. Tu rajoutes le déplacement en compétition. En termes de, je vais lâcher les chiffres. Hein, depuis le début de l'année, j'ai dépensé personnellement quasi 2000 euros, un peu plus de 2000 euros en déplacement, en compétition. Moi, au France, juste pour une semaine de France, j'ai dépensé plus de 1500. Voilà. Et donc il y a ça. Et c'est de notre poche. C'est de notre poche. C'est pas en oui. mode les. Bah, en fait, on est auto-entrepreneur. Je veux dire que qu'on soit auto-entrepreneur ou en société, l'argent c'est nous qui le faisons. C'est Ouais, pas mais en quelqu'un société, d'autre, c'est différent. Du coup, tu peux retoucher de l'argent derrière, mais. C'est ça. Mais en fait, ce que tu gagnes, déjà, tu payes tes charges sociales, tu payes tes impôts, et derrière, tu dois encore dépenser pour aller te déplacer en compétition. Nous, ça nous dérange pas, on kiffe ça. C'est vraiment les compétitions, c'est le graal un peu du coaching. Personnellement, c'est vraiment ce qui me fait kiffer de ouf, tu vois. Mais il y a ça. Derrière, t'as les webinaires qu'on prépare, ça nous prend 3-4 heures plus le temps du webinaire. Certes, c'est pour plusieurs athlètes, mais dans un sens, il y a ça. Les logiciels de montage, le site internet, les logiciels de montage, notre monteur, toutes les formations pour se tenir à jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le week-end cohésion qu'on essaie de faire à chaque fois, un peu tout ça, les t-shirts que tu ressors, tu sors de ta poche avant qu'on te paye, tu sors de ta poche. Enfin, en fait, il y a tout ça que t'as derrière. Et les gens, ils s'en rendent pas compte. Je veux dire, si vraiment, honnêtement, moi, je devais juger le prix de ce qu'on fait, ce serait au minimum à 180 euros par mois, tu vois. Mm. Le minimum du minimum, tu vois. En termes de, parce que derrière, les gens, ils se disent, mais l'URSSAF, ils nous prennent quasi 30% de ce qu'on gagne, tu vois. Donc, 180 balles à la fin du mois, il me reste 120 balles. 120 balles, il me reste 80 balles à la fin du mois sur ce que j'ai. Et c'est pour ça qu'on dort pas, c'est pour ça. J'ai une anecdote sur ça. Moi, j'ai eu, j'ai eu une athlète, je l'ai coachée pendant plus d'1 an et demi, plus 140 sur le total, un truc comme ça, enfin, bête de progression. Et à la fin du suivi, ça s'est un peu mal terminé pour X raisons, mais j'ai eu des reproches par rapport aux tarifs, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et moi, cette personne, elle payait combien déjà? 50 euros. Voilà. Donc, elle payait 50 euros. Et je l'ai jamais augmenté parce que moi, tous mes anciens athlètes, en gros, tu as eu une fois un tarif, tu gardes le même tarif tout. Aujourd'hui, j'ai des athlètes à 50 euros encore. Donc et puis vous, je sais que vous avez encore du gratuit. On en a parlé tout à l'heure. Moi, personnellement, non. Moi, je crois que mon athlète le moins cher, c'est 70 euros, mais c'est tout. Oui, non, mais c'est pareil, c'est la même chose. Ils sont partis, mais sinon, tu t'en aurais toujours des gratuits, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, j'ai eu des reproches comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu es au courant que sur les 50 euros que tu me donnes, 30% vont à l'URSSAF?
Et du coup, après, je lui ai sorti le tarif réel de ce qui arrivait dans ma poche et je lui ai expliqué que, en fait, bah, grâce à elle, Il me reste un peu. je gagnais un tacos à la fin du mois, quoi. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que il y a un moment, en fait, moi, je vais investir, allez, par jour, moi, j'investis, on va dire, 15 minutes en général à un athlète, sans compter la création de blocs, etc., mais pour un retour entre 10 et 15 minutes, voire des fois 5 minutes quand c'est un peu plus simple à faire. Mais, et en fait, à la fin du mois, bah, il y a des personnes comme ça qui arrivent à te reprocher des choses quand tu leur expliques que, ouais, à la fin du mois, pour tout ce que je t'ai apporté, humainement, au niveau de la perf, au niveau de tout ce que tu veux, bah, en fait, tu me rapportes un tacos par mois. Et en fait, bah, si on devait chiffrer les choses, Bon, après, comme on n'est tu l'as pas là très bien non plus fait pour, après. on n'est pas là non plus pour cracher sur les gens qui nous payent pas beaucoup, tu vois, mais c'est juste Non, pour non, non, que- non, non, là, paye- c'est pour expliquer qu'il y a des Ouais, gens qui sont pas, comment dire, qui sont pas cohérents vis-à-vis de leurs demandes. ouais. Ils vont attendre de toi quelque chose d'incroyable que tu peux leur offrir d'ailleurs, parce que encore une fois, souvent tu te rends compte de la valeur de ton coaching quand tu essayes différents coachings. En fait, la plupart des gens que moi j'ai, malheureusement, c'est moi leur premier coach. On va dire la plus grande majorité des gens. Et du coup, bah, en fait, ils ont pas le feedback d'un coaching qui est peut-être un petit peu On petit a moins quali que moi, quoi. On a récupéré des athlètes un peu de pas mal de coachs, hein, honnêtement, même de très très grands groupes de coachs. Ouais. On crache pas dessus, hein. Loin de là, on n'est pas ça pour ça, mais les athlètes nous ont dit, bah écoute, c'est beaucoup plus quali ou juste, bah t'es beaucoup plus présent en tant que coach, ou bah je trouve que c'est peut-être plus construit ce que tu me dis, ou juste une progression plus présente aussi. Je veux dire, ça veut pas être forcément dire que c'est toujours la faute du coach d'avant, tu vois. Je veux dire, il y a aussi le biais du mec qui est déçu, il va aussi, comment dire, euh, négativer un peu encore plus que ce qui s'est passé. Oui, forcément. Donc, tu peux pas juger un coach sur un seul athlète, tu vois. Mais je veux dire, nous, on a quand même pas mal de gens qui sont revenus d'autres coachings et qui sont là, ils sont super contents de comment ça se passe, tu vois. Ce qu'on se disait le week-end dernier avec Nathan, c'est que, en fait, moi, tu vois, j'ai de moins en moins de complexes vis-à-vis d'autres coachs, tu vois. Genre là, honnêtement, Bah, faut même pas que t'en aies à un moment, enfin. non, mais Ouais, tu vois, mais c'est normal, tu vois, je veux dire. Mais en et fait, tu vois, il y a faut un truc. partir du principe que la plupart des gens qui réussissent, la plupart du temps, c'est de la chance mêlée avec de la, comment dire, ils ont Ouais, été la dans le chance, tu truc, la quoi. provoques Et aussi, tu vois. ouais, non, mais bien sûr. Mais ce Mm. que je veux dire, c'est que quelque part, on a tous eu cette petite chance. Donc ceux qui ont aujourd'hui le luxe de pouvoir, on va dire, payer les factures avec le coaching. Mais du coup, à partir du moment où tu es là et que tu restes dans le long terme, c'est que tu as des qualités et c'est que tu as un bon coach quelque part. Après, je pense il y a aussi, enfin, je sais pas, je parle pas d'expérience, je parle aussi peut-être un peu du ressenti que j'ai. C'est qu'il y a beaucoup de coachs malheureusement qui restent un peu bloqués parce qu'ils, on dirait qu'ils ont peur un peu de sortir un peu de leur zone de confort, tu vois. Genre, Un exemple? j'ai pas d'exemple, mais genre, tu sais, t'as un coach qui a 10 athlètes par mois, il se dit, putain, j'arrive pas à gagner, à avoir plus d'athlètes. Bah, le souci, c'est pas les athlètes qui viennent ou qui partent, c'est est-ce que t'as tout mis en place aussi pour avoir plus d'athlètes ou en tout cas pour fournir un service qui donne envie de faire du bouche à oreille, tu vois ce que je veux dire? Forcément. Mais et tu vois des fois, je veux dire, nous on fait énormément d'erreurs aussi. Hein, je suis pas en train de nous jeter des fleurs, bien au contraire. Mais je veux dire, enfin, il y a énormément de coachs qui sont aussi bons, voire peut-être même meilleurs que nous. Ouais. Ah bah oui. Et ça se compte pas que sur les doigts d'une main. Il y en a énormément dans tous les domaines possibles. Et pourquoi nous on réussirait mieux que d'autres? Bah, je pense que c'est pas parce qu'on a eu de la chance ou quoi que ce soit, c'est juste parce que peut-être qu'on s'est un petit peu plus donné les moyens. Et je pense que n'importe qui met suffisamment de temps et bah aussi malheureusement de l'argent dans ce qu'il a envie de faire, il aura les moyens d'avoir un coaching qui est rentable et dans lequel il pourrait vivre. Et tu vois, Oui, là, et puis, ouais, vas-y, Nathan. le week-end dernier, tu vois, moi, il y a un truc, du coup, on avait le week-end cohésion et on en a profité pour faire tourner des témoignages aux gens. Tu vois, d'habitude, on leur demande un témoignage, on le fait genre, À l'écrit. enfin, c'est écrit, tu vois, et là, on s'est dit, bah, vu qu'on est tous ensemble, on va faire des témoignages vidéo, tu vois. Et moi, le truc que je retiens, c'est que, genre, 100% des athlètes, le truc qui est ressorti, c'était, bah, Communauté, famille. ouais, communauté, famille, les coachs, ils sont présents, t'as l'impression de pas être un numéro parmi d'autres gens, tu vois. Et en fait, moi, j'étais super content de ça parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'essence du coaching et c'est pour ça qu'on fait est-ce qu'on ça, en tu vois. veut en fait on veut Ouais. pas juste forcément c'est ce qui nous permet de vivre mais je veux dire nous si nos athlètes ils se sentent bien
avec nous, nous c'est tout ce qu'on recherche. Ouais, tu vois. mais ça c'est pas uniquement du ressort du coach. Moi, je peux te dire que j'essaye justement avec la totalité de mes athlètes de créer ce lien, de montrer que je suis présent pour eux, même si voilà, je peux pas répondre à la minute et que je te ferai pas 50 000 retours dans la journée, ce qui est normal. Mais j'essaye de On le le fait pas montrer. non plus. Hein. Non, mais c'est ça. Aucun coach qui a envie fait ça parce que sinon, ça veut dire que tu as 3 athlètes, quoi. Bref. Et mais en fait, il faut aussi que l'athlète de son côté, lui, veuille ce côté, Ouais, bien sûr. parce que oui, forcément. Mais nous, il y en a avec qui on a moins d'affinité que d'autres. Est-ce Ouais, non, que mais c'est ça. il y a forcément ceux qui ont voulu dans un sens, enfin ceux qui sont venus au week-end cohésion, bah Ah oui, t'as c'est l'idée aussi, ouais, de... c'est des gens C'est aussi ceux, oui, c'est qui ceux nous qui sont apprécient. restés. Après, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus de notre vie, hein. Genre la plupart, il y en a beaucoup qu'on n'avait jamais vus, que Nathan n'avait jamais vu de mon côté ou inversement, et tout s'est super bien passé, tu vois. Donc, Ouais, non, bien sûr. À partir du moment où tu viens un week-end cohésion, c'est que tu as un minimum investi amicalement dans ton coaching, peut-être. Après, il y en a, c'était cool parce que on a fait ça dans le sud. Du coup, on a tout organisé, etc. Et on a aussi, ça leur permet de faire des vacances aussi, tu vois. Genre un week-end dans le sud, on fait des activités, on kiffe un peu, tu vois. Il y en a qui habitent dans le nord, à Paris, en Bretagne. Il y en a, je sais pas, dans le trou du cul du monde, ils ont pas forcément la plage à côté. Enfin, tu vois. Et ça permet aussi de, un peu comme un week-end un peu entre amis, tu vois. Donc ça, c'était cool aussi. Totalement. Il y en a qui n'ont pas forcément tout le temps la possibilité de faire ça, tu vois. Je sais plus, on a dévié là, mais je sais plus de pourquoi on parlait de ça, mais... À la base, la question, c'était les coachs à 50 €. Ah oui, ouais. Bref, Ouais, en je tout pense cas, que- ouais. ouais. Je pense que déjà, pour être légitime à être coach, alors moi je pose ça là, mais le diplôme. Non mais non mais en vrai, genre non mais de toute façon, bon, on rigole, mais il y aura tout le monde aura un diplôme ici, tu vois. Oui, oui. On s'en fout ça. Le truc c'est genre aujourd'hui, il y en a, ils font Je carrière dirais, sans diplôme. Moi, il y a un moment, tu te dis coach, bah fais-toi chier à faire ton BPGEPS, tu vois. non, mais Même si en vrai, je dirais, avant ça, tu vois, je côtoie énormément de personnes en salle de sport qui ont des PGEPS, CQP, etc. Enfin, et les mecs, tu leur poses des questions, en fait, ils vont, ils s'assoient sur la table, ils fassent leur BPGEPS parce qu'ils sont bons en sport, ils ressortent, ils s'attendent à être coach, à être bon coach. ah non, mais non, moi justement, je t'évoquais ça dans le sens, j'ai mis de l'investissement dans mon, comment dire, bah dans mon statut de coach en fait. Moi, je me suis Oui, fait oui. chier à faire un peu le BPGEP, tu vois. Genre ce côté un peu en mode, bah je suis pas arrivé du jour au lendemain et j'ai dit bon bah moi je suis coach et Moi, je suis coach. non mais c'est ça. Tu vois, genre juste ça. Moi, je trouve qu'il y a une part d'investissement à apporter. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'était Alexis de OPT qui le disait, tu vois. Et Il disait quoi? il disait ça, tu vois, que ne serait-ce que pour montrer ton investissement, tu vois. Ouais. On est tous Tellement d'accord oui, c'est ça. on est tous Je te- d'accord que ça t'apprend rien, mais ça montre C'est ça. que tu Et je fais te la demande pas démarche. je te demande pas de faire une licence TAPS, tu vois, genre un BPGEPS. Mais après le truc en 3 mois là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est CQP. Ouais, c'est 5 mois, je crois, ouais. Ouais, 5 mois. Il y a un moment bon, voilà quoi, fais ton BPGEPS quand même un minimum et au moins et de l'expérience dans une salle de sport. Mais Mais je crois qu'il y a un stage en CQP. Hein. je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, Mais il dit ouais. stage, mais oui, c'est stage genre 2 Mais semaines. bref, Oui, oui, oui. enfin pour moi, faut quand même un minimum et même, enfin de toute façon, si vous voulez pas vous faire nerf par l'État d'ici 1 ou 2 ans, passez vos diplômes parce que là, pour l'instant, il y a un petit flou légal, je pourrais pas le définir, mais ça va vite changer vu comment l'activité est en train de se développer du coaching en ligne depuis le Covid. Va y avoir une législation beaucoup plus notée sur le papier, quoi. Donc Et toi, passez vos diplômes. hormis ça, si tu devais genre conseiller, comment ça s'appelle, quelqu'un qui a son BPGEPS ou qui a son CQP, peu importe, Pour si se tu devais former, pour se former, qu'est-ce que tu conseillerais? Sur coacher. coach. Oui, 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 oui. Enfin, des gens qui coachent, je veux dire, un BPGEPS qui coach ou un CQP qui coach, il y en a plein, tu vois. Donc, je veux dire, Moi, et je suis pas l'exemple, le plus parlant parce que moi, je me coach dans la vie de tous les jours. Genre, je me forme dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, une formation, pour moi, c'est une vidéo. Pour moi, c'est un post. C'est toutes ces choses-là et moi, j'accumule tellement d'informations et je la retranscris tellement dans mes coachings que c'est ça ma formation à moi. Moi, je serais pas partisan de dire, ouais, fais cette formation, fais comment on appelle ça, ce webinaire, fais cette conférence. En fait,
pas de choses à te prescrire là-dessus, même s'il y en a qui sont pas mal. Il y a pas mal de livres que j'ai lus qui sont cool. Mais en tout cas, moi, ce que je pourrais te dire, c'est juste, sois curieux, pose-toi énormément de questions, va chercher l'information et ensuite teste les choses. Donc, coach. Ouais, je suis d'accord. C'est mais... le coaching qui m'a appris les choses. C'est en essayant sur mes athlètes que j'ai appris. Oui, je suis d'accord, mais l'expérience, c'est le meilleur de la meilleure des formations, tu vois. Même Bien avec Nathan, on compare ce qu'on faisait au début et ce qu'on faisait maintenant, c'est vraiment du tout au tout en termes de un peu tout en fait de programmation, etc. Et le problème, c'est que si derrière en fait, t'as pas énormément de base sur pour être coach, peu importe dans tous les domaines, ok, mais surtout en powerlifting, j'ai l'impression que t'as pas énormément de ressources. Réellement. Apprends les bases de la préparation physique et module-les au powerlifting. Oui. Ça va, en vrai, Oui, mais maintenant, faut il y a être pas mal de trucs, tu vois. Oui, mais ouais, mais par rapport à quand nous on a commencé, oui. même quand moi j'ai commencé la FA il y a 6 ans, il y avait rien. Mais tu regardes les formations de nos jours, c'est quoi? C'est genre le groupe du coaching qui veut exposer sa façon de faire. Et comment ils ont créé leur façon de faire? Bah justement, c'est en faisant des tests sur leurs athlètes et c'est un test avec observation, tu vois. Donc Ouais, bah moi si je devais donner vraiment c'est de la NAD, de la bioméca, comme la physiologie, comment marche un corps de base en fait. mais est-ce que toi t'as un nom de ce truc, genre un nom concret? Je dirais la pyramide de l'entraînement de Eric Helms, la pyramide de la nutrition pareil. Pour moi c'est la base. Je dirais essayer de voir un peu toutes les méthodes de coaching qui ont existé. Tu as des e-books que tu peux retrouver assez facilement pour 5-10 balles. Westside Barbell, The Cube. Même si c'est pas forcément ce que tu vas utiliser, tu vois, juste ça permet d'avoir une idée sur de la grosse périodisation. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme Renaissance périodisation. Périodisation. Ouais, il y a pas mal de français aussi. Sur des comptes Instagram ou des vidéos YouTube qui sont super intéressantes. Renaissance Périodisation. Jeff Lippard. Il y a aussi la plateforme qu'ils ont créée. C'est Powerlifting Now. Powerlifting Now qui est super intéressante. Moi je l'avais prise. C'était s'intéresser peut-être au coach un peu américain. Les podcasts de Kiritsu et de Hormescas. Exactement. Les podcasts, par exemple. Les podcasts, c'est ultra formateur parce que c'est ludique en plus à ce côté vraiment tu te poses. Tu peux t'intéresser à des coachs comme Steve Denovi, Sean Noriega, comme j'ai dit Jeff Nippard, Mike Tushrer, Elevate Barbell là. Putain, comment ça s'appelle Non, c'est TSA. The Strength Athlete, c'est Bryce Lewis, tous ces genres de choses. Ils proposent énormément de contenu gratuit sur leur page Instagram. Ils proposent aussi pas mal de programmes gratuits. Par exemple, il y a aussi Candito qui avait proposé un programme gratuit. Et tu vas voir, tu regardes ce qu'ils font. T'essaies de comprendre la chose. Ouais, faut comprendre. Limite l'appliquer à toi-même. Et après, essayer de voir, ok, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, quelle est sa façon de faire par rapport à ce programme qui est quand même relativement différent. Après, faut revenir aux bases. Quand t'es coach et que tu commences à coacher, fais des choses simples. Fais des choses super simples. Va pas partir dans des extrêmes pour essayer de montrer que tu as une certaine connaissance. Honnêtement, et je suis quand je suis dans la salle et que je vois peu importe la salle où je suis, parce que j'ai fait quand même pas mal de salles de sport, j'ai vu beaucoup de coachs qui essayaient de coacher en force. Ouais, ils ont avant avoir entre guillemets les connaissances. Ça part dans tous les sens. De l'ultra périodisation et au final les athlètes ne progressent pas, ou la base genre un 5-3-1, ce qui est pas une mauvaise chose, mais ça c'est limite. Ça a énormément de limites. Et le pire c'est que ils vont se dire, genre, j'ai discuté avec certains, en fait ils cherchent pas à aller plus loin. Ils se disent ok ça marche pas, ou je pense que c'est la faute de la personne, ou je pense que c'est ça, et c'est réel, c'est full réel. Et je me dis, mais est-ce que tu t'es remis en question? Il me dit, ouais, mais je veux dire, ça m'intéresse, mais à la fois pas tant que ça. Je veux dire, ok, mais au final, j'ai parlé. Il y a pas mal de ces coachés qui viennent parler. Et au final, ils disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et au final, en fait, de toute façon, l'exemple le plus parlant, c'est regarde ta manière de coacher quand t'as commencé et celle d'aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça a évolué, voilà. Ouais, c'est ça a plus grand rapport. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je dis, moi, c'est laisser contre observation. Je fais quelque chose et ouais, mais il faut quand même derrière avoir un background, je veux dire ah oui, non, comprendre la périodisation en force athlétique et la programmation en force athlétique pour programmer en force athlétique. Ouais, ça va te permettre d'avoir une base, et derrière cette base, tu vas l'exploiter pour développer la manière dont toi tu vas coacher.
Et ça va te permettre aussi de pas mettre en danger ton athlète, parce qu'il y a des coachs, j'ai l'impression, sur le papier, ils mettent des choses sorties du métaverse. Enfin, il y a des Ah, formats, des choses comme ça qui sont tellement pas cohérentes. Je sais pas, je vais te dire une connerie, mais je commence la force 10 fois athlétique. 8 à 80%. Voilà, je commence la force athlétique, je te mets 15 séries de squat, c'est quoi ça, tu vois, ou 25 séries de bench. Ouais, c'est Après, ça. il y a un truc que vous oubliez là depuis avant. Je pense que c'est aussi de faire le séminaire Hormez Kirichou en 2025. Tu vois, En, ça, en c'est- 2025. Fin Restez 2025, connectés, les gars. exactement. Mais voilà, il y a ça, et après c'est purement de l'expérience. Vraiment, je dirais que l'expérience c'est la meilleure formation possible. Ouais. Ouais. Mais pour avoir de l'expérience, il faut avoir les des bases, clients et il faut des bases, mais derrière il faut aussi avoir les clients qui viennent. Je veux dire, si t'as pas de clients, t'as pas d'expérience. Et c'est là où, du coup, on parlait de l'aspect du coaching, marketing, etc. C'est que moi, je connais énormément de coachs qui sont, c'est des génies, c'est des génies. Genre, moi, typiquement, je pense à mon frère. Mon frère, genre, c'est le coach le plus compétent que je connaisse. Mais marketingment, stratégiquement, ou je sais pas quoi, il est nul. Il est nul. Et du coup, bah, en fait, il a peur de se lancer dans le truc parce que juste, Mais est-ce que tu vois, ça c'est quelque chose qui peut déléguer aussi, tu vois. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais c'est moi, je suis en conversation avec lui. Mais c'est ce côté où, en fait, essayez de développer genre votre éventail de comment De on pourrait compétences. l'appeler, de compétences, c'est ça. Et ça fera de vous de quelqu'un de plus complet et donc qui pourra vivre de sa passion plus tard. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir toutes les connaissances du monde, mais en fait, si tu peux pas Les appliquer. les faire appliquer à quelqu'un, mais, bah, tu resteras avec tes livres et tes podcasts tout seul le soir, quoi. Un Genre, peu le switch qu'on est en train de faire avec Nathan, tu vois, c'est que, enfin, moi de mon côté, je sais que j'ai été un gros théorie crafter, tu vois, j'ai oui, vraiment Moi, blindé ouais. tout ce que je pouvais en termes de formation, de séminaire, de trucs comme ça. Et là, tu vois, je sens qu'aujourd'hui, bah, bon, globalement, ça va, Je tu suis vois. plus un bon je pense avoir moins de théorie que Nathan, tu vois, mais genre moi j'ai beaucoup plus pratiqué avec Ouais. plusieurs coachs différents et du coup moi j'ai vraiment créé un peu ma manière de faire. Exact. Il y a un mix un peu de tout. Tu vois, j'ai pas eu de vraiment de coach sur lequel qui m'a réellement inspiré énormément en termes de programmation parce qu'à chaque fois j'avais un truc qui me plaisait pas, ou enfin qui vraiment en fait j'étais là, je dis mais pourquoi pas faire ça, tu vois, pourquoi ça ou pourquoi ça. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en concordance et ensemble les trois quatre manières de voir que j'ai faites et au C'est une final pensée en arborescence, toi. voilà, c'est ça. Et j'ai utilisé un peu tout. Tiens, parce que derrière, j'ai un plus gros aussi panel dans ma poche de choses que je peux utiliser. Mais derrière, en fait, j'ai vraiment maintenant ma manière de faire qui est, à mon sens, la plus optimale que je puisse faire. Et quand je regarde un moment où je coachais et qu'en fait, euh, j'étais un peu, en fait, quand t'as un coach et que tu veux faire du coaching, t'as tendance des fois à un peu copier-coller exactement enfin, pas copier-coller ce que la personne fait, mais essayer Inspiré. trop de faire de mimiquer un peu ton coach, tu vois. Ouais. Et du coup, derrière, t'as pas en fait réellement de façon de faire à toi-même. Est-ce que la façon de faire ton coach te convient? Oui, bah à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, utiliser quelque chose qu'on utilise sur toi, mais que tu saurais pas expliquer. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup, c'est ça en fait, c'est qu'ils font un copier-coller plus ou moins de la méthode que leur coach utilise. Et derrière, bah en fait, il y a pas de fondement. En fait, il y a pas de la personne même ne sait même pas ou ne comprend pas en fait tu vois, ce qu'elle fait. Exact. Exact. Donc moi je dis forcément il y aura tu vas avoir des influences dans ta manière de coacher, mais je dirais il faut quand même essaye de développer quelque chose qui t'appartient, tu vois, parce que ça va aussi être ça ton identité en tant que coach. Je veux dire moi je suis plus basé sur l'adhésion et sur gestion de spécificité et de l'intensité, contrairement à Nathan qui est un peu plus basé sur pas mal de volume submax, se faire un peu chier à l'entraînement. Non, je rigole. Je le taille sur ça. Je vais me tirer une balle au bout de un mois de suivi avec Nathan. Moi. Exactement. Mais tu vois, enfin, je me dis, essayez de développer quelque chose qui vous appartient, quitte à ce que ce soit juste une donnée dans toute la programmation. Essayez Ouais, de un format exactement. que vous Essayez savez. de Ouais. détermine-toi une identité, et je pense que c'est derrière ça qui te permettra aussi Après, Nathan, il est pas en train de dire mets 36 000 variations cheloues, mets des Non, tempos à tout va et fais de la périodisation ondulatoire voilà. avec énormément de variations. Non, mais oui, genre. Genre, il faut faire du simple, mais je veux dire, faut que si t'as t'essaies de faire trop de choses en même temps, tu sais, en fait, tu vas avoir tellement de pistes possibles d'évolution sur la programmation dès qu'il y a un souci que d'un athlète à l'autre, ça va être tellement différent que tu sauras pas quoi faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu maîtriseras jamais réellement quelque chose.
Donc il faut à la fois avoir un éventail de choses possibles à faire, mais à la fois connaître, avoir un chemin genre principal et des quêtes secondaires sur le côté, tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ça. Moi, j'ai une question, les gars. C'est quoi la responsabilité d'un coach lors d'une blessure? Je Ça dirais dépend, hein. Vas-y, Nathan, commence. Nathan Petit. Ah bah vas-y, moi je dirais que ça dépend. Honnêtement, j'ai envie de te dire que si j'ai un athlète qui se blesse et que c'est un athlète qui est investi et qui me fait beaucoup de retours et avec qui j'ai une grosse communication, je vais avoir tendance à facilement le prendre pour moi. bah, Et pour déterminer un peu d'où vient, je pense qu'il faut mieux déterminer d'où vient la blessure à la base. Tu vois, la blessure, à mon sens, on ça va vient tous se d'une mauvaise blesser en gestion fait. du stress. En fait, c'est où tu as eu une récupération moindre et du coup l'équilibre est passé, que ton stress, Mm. même si ton stress à l'entraînement était le même, si ta récup elle était là, c'est-à-dire que tu étais dans ton intervalle de je peux récupérer et que tu dors moins et que tu passes là, bah en fait tu es dans le Mm. seuil rouge et ça peut péter. Et Alors, inversement, à 70% du temps, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier aussi que le sport, en powerlifting comment dire, genre dans un effort maximal, le moindre désaxement peut créer la blessure aussi, alors que tu étais en pleine forme. Tu vois, tu fais ton squat, tu as un shift, je suis d'accord et tu... je suis d'accord et je suis pas d'accord à la fois. Tu vois, genre oui, forcément, on est un sport très statique avec des énormes charges, qui fait que si tu sors un peu de ton axe, il y a possibilité que ça crée beaucoup de stress d'un coup. Ouais, Mais si t'es pas préparé à... mais dans un sens, je me dis, le corps est quand même bien fait et c'est pas genre une petite variation d'un centimètre. C'est sûr que si tu te retrouves à avoir à passer d'un inter ultra dos droit et d'un coup à passer un inter ultra dos rond, bah Oui. t'as une défixation et là oui, alors que si t'as pas l'habitude, il y a 300 kilos sur la barre, là, tu te casses en deux, tu vois. Et encore, mais je dirais que la plupart du temps, majoritairement, c'est genre le delta de stress qui est mal géré, que ce soit au niveau de la récup ou que ce soit au niveau du stress à l'entraînement. Je dirais que voilà, bon, j'ai coupé la parole à Nathan, mais si le stress à l'entraînement il est fixe, mais juste que tu as une baisse sur tes facteurs externes, bah malheureusement ce sera la faute de l'athlète, mais justement ce sera aussi au travail du coach derrière d'adapter pour récupérer. Genre pour moi une blessure, Ouais, je suis d'accord. c'est pas la fin du monde. On a beaucoup qui pensent que ah c'est bon, je me suis blessé, j'ai ça, j'ai un peu mal au genou, c'est terminé. Non, il y a Et, une... surtout que moi j'aurais tendance à te dire que en fait ça peut être un peu la faute du coach de réagir, peut-être réagir trop tard ou si de l'athlète te le dit pas pas, tu prendre peux en pas le compte, tu savoir. vois. c'est compliqué parce que non mais je suis sûr que moi les témoignages, j'ai des témoignages. Hein. Le peu d'athlètes qui se sont blessés avec moi et comme on dit, enfin j'entends, je prends en compte la douleur hein, parce que pour moi la Ouais. blessure c'est pas en mode ta contracture mais bref, on va dire la blessure. Le peu d'athlètes qui se sont blessés avec moi, c'est des athlètes qui du coup ne m'ont pas fait part que ça faisait 4 jours qu'ils enchaînaient l'entraînement, Et que voilà. ça faisait je sais pas 6 mois qu'ils faisaient de l'haltéro, BPGEPS je dis les vraies choses, tu vois. Ils faisaient de l'haltéro pendant 2 heures et qui ensuite ils enchaînaient leur séance. Oh mais j'ai mal au dos et je comprends pas, mais je continue à faire les mêmes charges, tu sais. Alors que tu leur demandes d'adapter aussi au niveau du RPE, etc. Moi, je pars du principe que c'est la responsabilité du coach quand l'athlète a tout bien fait, a Ouais. suivi le plan à la lettre, qui t'a donné toutes les informations nécessaires, que lui, de son côté, tous ses facteurs de récupération sont au vert. Là, c'est ta responsabilité parce qu'il y a peut-être un truc dans la programmation qui a été fait de manière beaucoup trop aléatoire. Ou, Après, pour moi, pour vraiment péter un mec avec la programmation, faut Ça vraiment dépend être ce un que tu appelles pitre, hein. péter en fait. Il faut déterminer à quel seuil on arrive sur la blessure. Ouais, c'est ça. Pour moi, une douleur, euh, Ça fait partie du jeu, moi. c'est bah en fait tu fais à partir du moment où tu fais un sport où tu t'investis déjà, si tu prends un coach et que tu es investi dans ta pratique, je veux dire tu mets tous les jours un budget sur tous les mois un budget sur ton coach. Faut te dire ok, je suis investi. Est-ce que tu as pris en compte tout ce qu'il y a avec? Oui, potentiellement pendant tout le temps de ta pratique, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans de FA, tu vas forcément avoir des tensions qui arrivent, tu vois. Et je me dis peut-être que au bout de un mois, tu vas avoir une petite tension au niveau du dos qui va rester un jour, tu vas plus l'avoir le lendemain. C'est pas une blessure, je veux dire. T'en as, ils ont tendance à dramatiser la chose énormément. Ah bah je suis un peu fatigué du dos, j'ai mal, etc. Je lui dis bah écoute, on va attendre 3, 4 jours. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on réadapte la programmation. Je vais baisser un petit peu le volume et l'intensité et on jouera le chose comme ça. Si je vois que le truc persiste, je dis bah écoute, essaie de te Oui. rapprocher d'un kiné ou d'un ostéo, etc. Et après on voit ce qu'on fait. Et puis, il faut savoir aussi expliquer à l'athlète que surtout quand il débute, c'est que son corps est en train de mettre des Oui. adaptations. Quand tu débutes, c'est normal d'avoir plein de douleurs de partout, c'est que ton corps est en train d'agir en fait. Genre, il y a des signaux qui sont envoyés, c'est normal. Quand on a commencé
commencer la force, je pense que la plupart des gens ont eu toutes ces douleurs, les douleurs sciatiques, irradiantes, les trucs comme ça. Moi aujourd'hui, plus je pratique, moins j'ai de douleurs en fait. Alors que ma charge augmente, mon intensité augmente, etc. Et Et surtout qu'à un moment, faut pas être douillet, tu vois. Genre, tu fais du sport, tu vas avoir mal, tu vois. C'est comme les gars qui me disent, genre, des fois, ils sont là, genre, ouais, je me sens raide, je suis raide et tout. Je dis, bah ouais, c'est le normal, principe tu fais du de la sport. force. Je veux dire, ou alors Le principe, qu'ils sortent d'une série de squats ou d'une série de terre et qu'ils disent, oh putain, j'ai les lombaires un peu qui me font mal, etc. Je fais, frérot, tu fais un sport, tu fais un squat ou un terre, c'est dominante extension de hanche, extension lombaire. Je veux dire, c'est un moment que normal que tes lombaires ils prennent tarif, tu vois. Tu fais pas de sport loisir en fait, c'est Si, du sport de compétition. mais même sur le sport loisir, je veux dire que comme j'avais expliqué la dernière fois, je crois que c'était avec, je sais plus avec qui, mais j'expliquais Avec moi. que, ouais, avec toi, pour moi, la dimension de sport loisir n'existe pas en fait en FA, tu vois. Oui, en FA, non mais c'est pour ça que À mon je sens. disais le sport loisir pour remettre du contexte. Il y en a qui Voilà. veulent les championnats de France, etc. Mais tu ne fais pas du sport loisir, tu ne fais pas ça pour te faire du bien. Tu fais, enfin si quelque part si, mais physiquement forcément il va y avoir de la contrainte et du coup il y aura des réactions. Pour moi, si tu prends un coach en FA, tu fais pas du sport loisir, tu vois. Ah oui, donc je suis d'accord avec toi, totalement. Même si t'as pas pour objectif de, pour moi, si ton objectif principal c'est progresser, c'est pas du sport loisir. Si par contre tu te dis ok, je fais du squat, du deadlift et du bench dans ma programmation en muscu de base, juste pour me faire kiffer, progresse pas, c'est pas Submax. grave. Ok, c'est du sport loisir. Par contre, si tu me dis ok, je veux progresser, on met tout en place pour progresser, ce n'est pas du sport loisir. Et à ce moment-là, il faut être prêt juste à avoir de temps en temps des petites gênes, des petites tensions, des petits ça. Oui, Du coup, forcément. vous en pensez quoi des gens qui disent ouais, mon coach il m'a blessé, lui c'est un coach. Ça dépend. Ça dépend. Vas-y. En fait, c'est comme le biais de mon coach, il faisait pas ça, il faisait pas ça, il faisait pas ça. Je suis venu chez toi parce qu'il. Ok, mais en fait, on sait pas derrière qu'est-ce qui est passé. On n'a pas l'avis du coach, tu vois. Et moi, c'est pas mon boulot d'aller demander au coach qu'est-ce que t'as fait ou alors d'aller l'insulter parce qu'il a cassé un athlète. Tu vois, j'ai envie de te dire. De toute façon, je pense que dans votre carrière, vous avez déjà forcément eu au moins une personne qui a dû dire un truc du style sur vous. Je pense que. Je sais pas, et honnêtement, je m'en fiche un peu, tu vois. Moi, Ouais. j'ai pas eu de mauvais retour sur. Forcément, il y a des gens qui ont arrêté le coaching, etc. Mais moi, en fait, je me dis, j'ai fait le boulot que j'avais à faire. T'as fait ce que t'avais à faire, c'est ça. Les personnes ont progressé, que ce soit très peu ou énormément. Forcément, on peut pas faire 50 kilos en plus à tout le monde. Ce serait le feu sinon. Mais je veux dire, tous mes athlètes ont progressé de 2,5 kilos sur un mouvement minimum. Je veux dire qu'ils soient restés un mois ou un an. Même si la plupart ont progressé largement plus que ça, hein, même la quasi-totalité. Mais en fait, t'as pas un peu le background de qu'est-ce qui s'est passé avec le coach, etc. Est-ce que c'est l'athlète qui a pas été sérieux? Est-ce que c'est l'athlète qui a pas tout dit à son coach? Moi, j'ai déjà récupéré des athlètes, plusieurs même, où on me dit mon coach il était pas peut-être assez présent, etc. Et je me retrouve derrière avec un athlète qui fait pas de retour. Je me dis mais Tu fais pas de retour, exactement. Je te jure, c'est pareil. Mais comment tu veux que je sois présent? Tu vois, et moi je dis à la personne, ok, mais comment tu veux que je fasse quoi que ce soit si j'ai pas si j'ai pas de contexte en fait sur quoi faire, tu vois. J'ai remarqué que généralement, les gens qui parlent mal de leur ancien coaching, bon, il y a 10% du temps, c'est réel. Il y a vraiment des trucs qui allaient pas du tout. Et le reste du temps, en fait, c'est juste des personnes qui ont un énorme travail à faire sur elles, gestion des émotions, communication, etc. Et en fait, il y a des trucs qui vont se reproduire dans ton coaching, tu vois. Genre là où toi, en fait, bah, tu sais que tu fais les choses correctement. Donc, ok, moi, je voulais qu'on parle de ce sujet parce que j'en entends vraiment beaucoup et j'ai eu une réflexion comme ça il y a pas longtemps d'un gars qui m'a dit ouais, il y a un mec à la salle, il m'a dit ouais, bonne chance avec Maximilien, tu vas te blesser, tu vas te blesser au bout de 3 mois. Bon, le mec déjà, je sais pas c'est qui et c'est un pote, bah, justement de la meuf là qui s'est plainte alors que elle passait 2 heures ou 3 heures à s'entraîner en haltéro juste avant de faire ses séances. Donc forcément, quand t'es en picking, faire un double picking de sport d'un coup. Je veux dire, j'ai déjà eu des athlètes qui se sont blessés. Je veux dire, j'ai eu des athlètes qui ont des douleurs. Je veux dire, un peu comme je le dis tout le temps, le but du coach, c'est pas d'être là quand tout va bien, tu vois. C'est d'adapter la programmation et de te faire progresser et de te faire revenir à ton meilleur niveau. Ouais, et quand t'adaptes la charge, que tu essayes de montrer à la personne que bah tu compatis et que tu fais ce que tu peux toi de ton côté pour modifier ça, là à partir de ce moment-là pour moi tu as fait le taf et après bah le reste bah je sais pas, peut-être va voir un ostéo ou un kiné. Moi je suis bien dans ma tête, je dis à mon athlète, je mets tout en place pour que l'athlète performe. Je veux dire à un moment on n'est pas devin, tu vois, je peux pas savoir si mon athlète du jour au lendemain il va se taper une douleur au dos, si tout allait bien du jour au lendemain il se tape une douleur au dos alors qu'il me dit rien. Je veux dire, à un moment, je suis pas dans ta tête, mon pote, où ça se peut, même toi, tu le savais pas, d'un coup, ça arrive.
bah, on est là pour adapter, en fait. Je suis pas là Ça. pour te faire Pour te casser. Mais c'est ça. Et tu sais, Et on en avait, moi, je suis là pour casser les jambes. on en avait discuté. Et Là pour casser du flic. on en avait discuté. Enfin, ton athlète, il est pas là pour te nuire. Hein. Ton coach, il est pas là pour te nuire. Non, mais c'est ça. Non, je pense qu'en fait, ça participe d'une dynamique plus globale de quand t'es coach. En fait, il faut juste balayer devant ta porte, tu vois. Faut savoir te remettre en question. Mais après, tu sais, c'est pas forcément esquiver les responsabilités de dire, bah, moi, je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et voilà. Après, ça arrive, tu vois. Voilà, je veux dire, nous, je veux dire, après, ça veut pas dire, on dit pas ça en mode, bah attends, tu t'es blessé, débrouille-toi de ton côté, c'est pas mon problème, tu vois. Genre, non, moi, ce que je demande, c'est tu t'es blessé, ok, raconte-moi un peu ta vie. Exactement, c'est exactement ça. Je laisse parler la personne et ensuite, souvent, bah, j'ai ma réponse, tu vois. Ouais, j'ai mal dormi, j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça. Comme on disait, tu vois, avec Nathan, enfin, moi, personnellement, tu vois, je sais qu'il y a des fois, j'ai fait par moment peut-être les blocs de trop, les trucs comme ça, Ouais. et le mec se retrouve à crash, bah ouais, bah ok, ça arrive. Ou alors tu te dis le mec est en bonne forme, vas-y, tu lui fais faire, tu te fais tester son max et ça se passe mal. Bah, je veux dire, tu pouvais pas savoir, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. T'as des indicateurs. Tu tends vers la programmation qui va te faire performer le jour J ou je ne sais quoi, mais il y a des fois où forcément. Et c'est comme, tu vois, là, j'ai commencé à coacher Nathan. Je le récupère. Dans ma tête, je me suis dit, je vais lui faire un premier bloc d'intro, genre ça va être de la branlette, tu vois. Bon, au bout de 2 semaines, le mec avait mal partout. Je pouvais plus Il avait mal partout. Voilà. Il avait mal partout. Bah ok, bah bon, bah genre, ok, le seuil où je me disais ça va être de la branlette, bah c'est déjà trop haut. Bah, est-ce que je me suis plaint une seule fois? Bah non. Voilà. Et après, moi, Nathan, je vais me plaindre. Je le dis, je vais me plaindre. Mais non, mais du coup, la chose que j'ai faite, c'est juste que j'ai adapté. Tu vois, si j'avais rien fait et que je m'étais dit, bah vas-y, on pousse, on fait la même chose, ça va aller. Bah ok, là, j'aurais peut-être une grosse responsabilité. Et surtout que le fait que t'aies testé et que t'en aies tiré une conclusion, donc que la capacité de travail de Nathan était nulle à chier, bah au moins ça t'a appris. Non mais ça t'a appris et ça te permettra d'être un meilleur coach pour Nathan. Parce que tu as une donnée qui est en plus dans ton... Ouais, non, c'est ça. Nathan pense que j'ai une programmation de branleur, mais après... Voilà que tu m'envoies sa programmation que je vois un petit peu. En fait, il faut savoir que si je dépasse les 70% sur un bench, mon corps ne veut... Il dit non, en fait. Mais attends, mais tu fais du poids 10 ou... Oui. Non, mais voilà. Tu vois, là, on a un peu adapté la prog. Je lui ai fait une petite routine 3 exos de mobilité. Bah voilà, tu vois, là, ça ouais, t'as donné une clé pour sortir de cette douleur et t'as adapté de ton côté. C'est ce qu'on fait tout le temps, tu vois, genre, c'est pas parce que c'est Nathan me coach moi que forcément. Ah oui, non, mais moi ça me paraît logique. Parce que je suis son patron que forcément, ça me paraît logique, mais des fois, j'entends des témoignages de, j'étais au bord du gouffre et il a rien fait pour me sortir. Je sais pas si c'est réel, mais en tout cas, j'espère en tout cas que si vous êtes coach, bah, vous proposez toujours, des choses pour sortir de cette douleur. Parce que, bah, y a rien de pire pour un athlète que d'être dans la contrainte liée à la douleur et de pas pouvoir performer. Ouais, c'est ça en vrai, c'est ça qui fait perdre les athlètes, hein. Généralement, c'est une personne qui arrive pas à s'en sortir et qui baisse les bras, quoi. Ok. Moi, je propose un petit sujet, c'est chacun votre tour, vous allez me dire pourquoi vous êtes un bon coach. Donc là, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est ça. Alors, ne venez surtout pas chez moi. Je vais vous blesser en 3 mois, du coup. Vas-y, Nathan, commence. À gauche. Non, bah, on fait à gauche comme ça. Moi, Nathan, je le vois, Nathan petit, je le vois tout à gauche. Ah non, ok. Bah, Nathan, vas-y. Pourquoi t'es un mauvais coach? Pourquoi je suis un mauvais coach? Non, je pense que je suis moi, je pense que j'ai le côté, je pense que fondamentalement, j'aime le coaching, tu vois. Je pourrais coacher. Là, je coach de l'AFA parce que ben c'est ma passion et que c'est le sport que je pratique et c'est là-dedans que j'ai envie de m'investir. Mais je pense que j'aurais fait autre chose. Bah, j'aurais coaché dans un autre sport, tu vois. Quand t'aimes transmettre en fait. Ouais, voilà. Tu vois, je donne toujours l'exemple. C'est quand à l'époque je faisais du tennis. Bah, dès mes 16 ans, dès que j'ai pu, j'ai passé mon aide moniteur et j'avais le droit de donner légalement 14 heures de cours dans la semaine, tu vois, alors que j'avais que 16 ans, tu vois. J'ai toujours voulu, ça m'a toujours plu, tu vois. Quand j'ai fait mes études d'éco, ben, si j'avais dû poursuivre là-dedans, je pense que j'aurais fait prof ou j'aurais testé un truc comme ça, tu vois. Donc, prof d'art plastique. Non, on veut une vie. On veut une vie. Mais ouais, non, je pense que c'est ça. Et encore une fois, tu vois, j'en reviens avec sur le fait que bah, c'est ce qui ressort aussi de quand je discute avec mes athlètes, c'est que ben je suis présent,
Et ils se sentent accompagnés, tu vois, et c'est cool. Et après, à côté de ça, bah, juste, j'ai investi du temps et de l'argent pour me former, et c'est le combo des deux qui fait que, bah, je pense, et aussi, Quand je sais reconnaître quelles sont mes limites, tu vois, et je sais renvoyer vers quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est les trois trucs qui font que c'est mes trois qualités, quoi. Ok. Ah, c'est à moi là. Oui, Attends, oui. attends, je stresse là. Non, je dirais pas que je suis le meilleur des coachs. Déjà, premièrement, je C'est parce dirais qu'on que a dit déjà, hein, donc. d'accord, je suis la plus grosse merde. Non, je dirais que je suis un bon coach parce que j'aime mes athlètes. J'aime beaucoup en fait travailler avec des gens qui veulent travailler. Ouais. Premièrement, je m'investis énormément dans mes coachings, c'est-à-dire que j'aime être proche en fait de mes athlètes dans une moindre mesure bien sûr. Euh, J'essaie vraiment on va dire que mes athlètes aiment s'entraîner, tu vois. Vraiment kiffent leur pratique. C'est ça qui me fait, j'ai pas envie si un athlète me dit vraiment, putain, je me fais chier en ce moment, ça dépend du contexte. Bien sûr, si le mec est en prépa, il lui reste une semaine, ça lui casse les couilles, Oui. bah, tais-toi et pousse, tu vois. Mais je veux dire, la majorité du temps, j'aime que mon athlète, même si c'est moins optimal pour sa progression, il se dise, ok, même si ça me fait chier, enfin, je sais qu'il fait tout en mesure pour que je kiffe mon entraînement, en fait, tu vois. Voilà, je sais pas si ça répond au truc. Bah, Juste parce qu'en fait, j'adore coacher. Enfin, je sais pas comment expliquer la Ok. chose différemment. Genre, ça me fait kiffer. Ok. Bon, je vais conclure du coup avec moi. Bah, du coup, je reprends ce que vous disiez tous les deux, hein. C'est par passion que je fais ce métier et rien d'autre, parce que s'il y avait pas la passion, ça ferait bien longtemps que j'aurais fait autre chose en fait, un autre business. Donc, je suis passionné et je veux transmettre ma passion à mes athlètes et vraiment leur montrer que malgré le fait que ce sport soit vraiment chiant par moment, difficile par moment et taxant mentalement par moment, tu peux grave apprendre à travers ce sport. Et j'aime beaucoup faire des liens avec la vie de tous les jours et le powerlifting. Qu'est-ce que tu peux transférer en fait sur la vie de tous les jours de par la résilience, la discipline, la remise en question, ce genre de choses. Et moi, je vois vraiment mon coaching comme une approche globale vers l'optimisation de soi et du coup l'optimisation de sa pratique. Je vais faire tout ce qui est dans mon possible en fait pour te faire progresser sur le papier. Donc au niveau de la programmation, au niveau du tracking de tes données, au niveau optimisation en tout cas de la machine. Mais d'un autre côté, je vais faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne mentalement au niveau de ta façon de réfléchir. Alors, je vais pas te formater à l'image que j'aimerais que tu sois, mais en tout cas, je vais te donner des clés pour que tu comprennes que ton potentiel est beaucoup plus conséquent que tu ne le crois si tu mets en place certaines réflexions, certains changements en fait dans ta perception de toi, de ton sport, etc. Et en fait, je sais qu'à la fin du coaching, tu auras appris beaucoup plus enfin, en gros, à la fin du coaching, il y aura du kilo en plus sur ton total, mais tu en ressortiras grandi humainement, quoi. Amen. Amen. J'ai lâché une larme, là. Et c'est pour ça que vraiment, les gars, T'as préparé un script ou? pas du tout. C'était même pas dans mes questions, là. Mais et c'est pour ça, les gars, défendez vos coachings auprès de tout le monde. Si, imaginons, un jour, vous entendez quelqu'un, voilà, j'ai entendu ça, n'hésitez pas. Moi, avant, j'avais du mal à dire, bon, vas-y, je vais répondre à des gens tu sais, qui veulent nuire à mon coaching, parce que de toute façon, quand tu réussis dans ce milieu, tu auras toujours du haters. Ça arrive à tes oreilles ou ça arrive pas. Mais il faut vraiment toujours prendre le temps de défendre ce qu'on fait, parce que en vrai, quand on tient à ce métier, quand on est vraiment passionné, on n'a pas envie que ça s'arrête du jour au lendemain parce qu'il y a un petit con qui a voulu te faire du tort, parce Parce qu'il y que a un mec qui porte la terre sur son dos qui a voulu te faire du tort. dis les termes. Mais faut jamais lâcher à ce Trash niveau-là. talk. Et en tout cas, si vous êtes auditeur du Hormescast, ou même que vous allez écouter le podcast des gars de chez Kiritsu, très bon d'ailleurs, hein, faut Nathan. aller l'écouter. Déjà, je pense que c'est parce que vous êtes un bon athlète, parce que ici on fait des podcasts de qualité. Mais surtout, voilà, si vous voulez prendre contact avec nous, avec nous trois en même temps, les gars, on peut faire.
venez, on va parler, venez, on discute. Et en tout cas, si vous voulez travailler avec nous, on est open à ça. Notre particularité, c'est que voilà, nous, on est investi à 100% derrière vous et que on mettra en tout cas toutes les choses qui sont possibles à mettre en place pour vous faire progresser, même si ça vous fait chier à certains moments, même si par moment on peut passer personnellement, je peux passer pour un lourdeau à te répéter 40 000 fois les mêmes choses. Si ça rentre un jour, tu réussiras. Et c'est la fin de ce podcast. En tout cas, je remercie les copains. Je mets toutes les informations dans la bio, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que ça donne de la force. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous. Ciao, Léa. Bisous, les gars.